est-ce que toi, t'en avais un peu parlé, mais pas dans ce sens-là la dernière fois, c'est pour ça que je me permets de te la poser, celle-là. Est-ce que tu as des protocoles de prédilection que tu utilises très régulièrement et qui te semblent les plus puissants? Il me semble que tu as plus des méta-outils, mais je voulais te la poser, savoir ton avis là-dessus. Alors, puisque tu as employé le mot de méta-outil, qui est un mot que j'emploie oui, dans mes formations parfois, je vais préciser de quoi il s'agit. C'est vrai que, à une époque, on m'a fait l'honneur de me donner la grande liberté à Paris de monter un cursus, c'était en 2014 je crois, un cursus de A à Z sur 30 jours, donc j'ai accompagné les gens pendant presque 2 ans en fait. Mhm. Et j'avais une totale liberté, donc j'ai pu monter un cursus vraiment. Là, je pars. Je suis sûr que je vais perdre mon fil à un moment donné, mais c'est pas grave. Tu me répéteras la question. Je te ramènerai, Ok, je te ramènerai. d'accord. Tiens. Mais donc voilà, alors, je repars dans l'historique. Alors déjà petit. Non, donc j'ai monté ce cursus et qui m'a permis de faire une pédagogie qui était vraiment la mienne, avec des outils que vraiment j'ai développé, bon, qui rend rien de révolutionnaire, mais que j'ai développé à partir de modélisations que j'ai fait moi-même, etc. Dans l'ordre que je voulais moi, et pas du tout par tradition. Et ça a bien fonctionné d'ailleurs, c'était très intéressant. On a fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai eu à Lausanne aussi des partenaires qui m'ont donné l'opportunité de monter un cursus qui était un petit peu plus court, mais sur lequel j'avais un contrôle total aussi. C'était un grand plaisir, une grande liberté. Mais du coup, comme il était plus court, il fallait que je fasse un tri, un choix dans les protocoles, dans les outils. Puis ensuite, j'ai eu d'autres partenaires qui m'ont parfois donné 15 jours dans leur cursus, au milieu de leur cursus, ou 10 jours, ou 5 jours, etc. Et à chaque fois, en fonction de ce qu'on... Voilà, on me dit, bah voilà, t'as un public, et puis tu les auras pendant... Ce public-là, tu l'auras pendant 5 jours, et ils auront plein d'autres gens. Donc je trouve ça hyper intéressant, mais moi, ça m'oblige à faire des choix. Eh bien, maintenant, du coup, ça m'a obligé à faire beaucoup de choix et à garder très peu de choses. Et bien maintenant, si on me donnait un nouveau 30 jours, ce qui n'est pas le cas, mais j'en serais ravi, mais je pense que je ne reviendrai pas à mon programme de l'époque, même si je l'aimais beaucoup, mais je prendrais exactement le peu de choses que je fais aujourd'hui, mais on passerait 30 jours à les répéter. Répéter, répéter et faire beaucoup d'exercices. Parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément énormément de choses, énormément d'outils à avoir. Et ce que je dis souvent à mes élèves pour présenter cette démarche, c'est que plutôt que d'avoir un protocole pour chaque chose, par exemple, une personne a une phobie des araignées, mais il y a le protocole de la phobie des araignées. Une personne a une phobie de l'avion, il y a un protocole de la phobie de l'avion. Euh, une personne a une phobie des grincements de dents, il y a un protocole de la phobie des grincements de dents. Je vais insister sur ce mot parce que je suis sûr qu'il y en a que ça ravit. Il y On a, parle déjà de bruxisme dans le... ah oui, c'est vrai, bon, voilà. Ouais. Mais la phobie des grincements de dents, c'est encore autre chose. Mais il vaut mieux pas être en couple avec un bruxiste, du coup. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais imaginons que du coup, il y aurait aussi un outil pour la phobie, puis un outil pour les compulsions, un outil pour les addictions, et un outil pour l'addiction à ceci, à l'addiction à cela, etc. Eh bien, en fait, il faudrait un énorme bouquin, ou alors avoir une mémoire extraordinaire pour connaître tous les protocoles. Et en plus, il y aurait un protocole, il faut s'adapter à la personne. Donc ça veut dire qu'il y aurait un protocole pour la phobie des araignées chez une personne qui est de type machin et de type truc, et un protocole pour la phobie des araignées chez une personne qui fonctionne plutôt comme ci et comme ça. Donc on s'en sortirait pas, ça serait des milliards de trucs. C'est comme s'il y avait des milliards de portes, et que pour chaque porte, je vous donne une clé. Il nous faudrait toute une vie pour les apprendre. Ou alors avoir un énorme bouquin et puis s'y référer. Mais ça serait pas extrêmement créatif et pas très pratique. Ça existe, cela dit, hein. Des dictionnaires de protocole. Euh, et moi, ce que je leur explique, c'est que plutôt que d'avoir une clé pour chaque porte, il vaut mieux avoir, alors idéalement, il faudrait avoir un passe-partout, mais disons au moins 4 ou 5 passe-partout. En réalité, ça suffit. Il y a 4 ou 5. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des méta-outils, plus que des outils. Des outils qui, globalement, s'adaptent plutôt bien, et on va pas tellement les choisir en fonction de l'application. Les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce que tu fais pour... Bah, c'est le cas, ça va être le cas de beaucoup de ces questions-là, de toute façon, c'est le but, mais qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui a une phobie des araignées? C'est pas tellement en fonction de son problème que je vais choisir ce qu'on va faire ensemble. D'abord, c'est pas forcément moi qui vais choisir, mais c'est plutôt en fonction de la personnalité, enfin, des caractéristiques de la personne. Vous pouvez avoir une personne qui vient pour arrêter de fumer, une personne qui vient pour une phobie des araignées, avec qui je vais faire la même chose. Alors qu'il y a une autre personne qui va venir pour une phobie des araignées, on va faire un truc complètement différent. Donc ça dépend plus de la personne, de sa réceptivité, de ce qu'on arrive à développer comme outil, plutôt que de la problématique.
Donc voilà, ça déjà, je voulais dire ça par rapport aux méta-outils. Du coup, la question, c'était de savoir s'il y avait des protocoles préférés, c'est ça? Oui, si tu avais des Euh, protocoles géniaux. Géniaux. Ça, Si ça, j'avais, ça, c'est moi qui rajoute. Hein. ouais, si j'avais des protocoles géniaux, ça se saurait. Mais malheureusement, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pour ça que je partage tout ça avec vous. C'est parce que on partage nos galères et nos outils qui fonctionnent tant bien que mal. Mais il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres et que je vais privilégier, notamment que je privilégie depuis plusieurs années, c'est les outils maïotiques. Alors, je en parlerai souvent de ça, je pense, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Le mot maïotique, il signifie l'accouchement, en fait. Donc au départ, l'accouchement des enfants, et puis l'accouchement des idées. Socrate, par exemple, au lieu de donner une explication à un de ses élèves, il lui posait des questions jusqu'à ce que l'élève trouve la réponse par lui-même. Il lui faisait accoucher de sa propre compréhension. Et dans l'hypnose, il y a de ça aussi. On peut procéder de cette manière-là, c'est-à-dire plonger une personne en hypnose, peut-être même de manière très directe, et une fois qu'elle est en hypnose, plutôt que de lui administrer un protocole ou une métaphore qui a été pensée par quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, à une autre époque, on peut à ce moment-là voir ce qu'on arrive à en tirer déjà. En dernier recours, si on n'arrive pas à tirer grand-chose, eh bien on pourra peut-être lui donner une métaphore, lui donner un conseil, pourquoi pas, mais vraiment en très dernier recours. Mais déjà plutôt communiquer avec elle et voir ce que la personne peut trouver en elle. Donc ça passe par du questionnement, ça passe par éventuellement un langage vague, pourquoi pas, faire des associations libres, la faire parler, pourquoi pas du dessin automatique ou des choses comme ça, enfin des outils qui sont plutôt des outils où la personne est au boulot. Vraiment, on met la personne en hypnose et on la fait bosser, on la fait réfléchir. Ça peut consister d'ailleurs, il y avait je la retrouve cette phrase d'Erickson qui disait, mais je crois que je l'ai pas loin là, non, je la retrouverai pas tout de suite, qui disait, il m'arrive souvent de renvoyer les gens chez eux, donc de les mettre en hypnose et de leur mettre une suggestion post-hypnotique et de leur envoyer les gens chez eux comme ça, en leur disant, donc en suggestion post-hypnotique, vous allez rentrer chez vous et prendre le temps de bien réfléchir à la question, à votre problème. Jusqu'à ce que Plutôt pratique comme séance. Oui, c'est pratique, hein, mais ça veut pas dire que c'est court en fait, hein, c'est très long, mais au niveau de l'induction, Non, donc la phase de travail, elle, en fait, il y a une suggestion post-hypnotique qui, elle, va être courte à administrer souvent, bien qu'il la répète souvent beaucoup et longuement, mais ensuite, la phase de travail, elle va se faire à la maison. Et elle consiste à réfléchir, tout simplement. Parce que réfléchir en hypnose, c'est pas la même chose que réfléchir en dehors de l'hypnose. Donc ça, c'est le genre de choses le genre de méta-outil que j'utilise pas mal. À une époque, j'utilisais beaucoup comme méta-outil l'idéomoteur, c'est-à-dire le signaling, justement, c'est-à-dire vraiment communiquer avec l'inconscient, et aussi l'écriture automatique. J'ai eu une période où j'ai énormément exploré l'écriture automatique, je le fais moins, je le fais de temps en temps, mais je le fais moins quand même. Mais c'est par période, j'ai envie de dire. On a souvent ça, hein, pendant 6 mois, on va faire le même truc avec tout le monde, ou presque, mais parce que, justement, on se rend compte qu'en fait, ça, ouais, c'est pas tellement en fonction du problème, un petit peu, mais c'est surtout en fonction de ce avec quoi on est à l'aise aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, tout ce qui est à base de questionnement, je l'utilise de plus en plus. Mais c'est vrai que j'utilise, moi ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai fait beaucoup de séances, donc j'utilisais au départ des protocoles vraiment tels qu'on me les avait appris. Là faut faire un ancrage ressources, là faut demander une validation, là faut faire un fusible, etc. Mais c'est vrai que quand on avance dans la pratique, on fait plus tellement ça, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un protocole qu'on puisse extraire de ce qu'on fait. On pourrait modéliser des procédures à l'intérieur de ce qu'on fait. Il y a toujours des étapes, mais mine de rien on suit beaucoup moins scrupuleusement des étapes. Donc c'est très difficile de répondre à cette question-là, arrivé à un certain stade. Par contre, les mécanismes, je pense à un truc là. Il y a un mécanisme, une technique qu'on retrouve chez Erickson assez souvent et que j'aime bien utiliser en ce moment, qui consiste simplement à mettre la personne, donc une fois qu'elle a atteint un degré hallucinatoire d'hypnose, où elle est capable d'avoir de l'imagerie, de faire des images, lui dire vous allez avoir devant vous quelque chose qui représente votre problème, ou une personne qui va représenter votre problème. Donc par exemple, un fumeur va se retrouver à dire « Oh là là, mais c'est marrant, je me vois moi, tout gris, en train de fumer une clope avec la main gauche et une autre avec la main droite. » D'accord. Et à partir de ce moment-là, on a une représentation métaphorique du problème, et on va, je vais dire à la personne « Ok, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui faire ?» Et on va communiquer avec cette symbolique-là. Ça, c'est quelque chose qui marche pour tout et qui est hyper efficace. C'est la technique du bouc émissaire, à peu près, en fait, mais bon, voilà, donc ça, c'est un outil que j'aime beaucoup, par exemple. Non, mais c'est vrai que ça enlève vachement de pression aussi quand tu te rends compte que tu peux utiliser un même outil pour tout un tas de séances et qu'à un moment donné, tu te dis... En fait, je l'utilise sur 10 séances d'affilée et puis ça marche à chaque fois sur des problématiques différentes.
Après, tu as moins cette notion il me faut un protocole pour chaque chose et au contraire, tu as envie plus de tester, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et puis surtout qu'en fin de compte, s'il y a des milliers de protocoles, ça veut dire que tu n'auras pas l'occasion de t'entraîner à chacun beaucoup. Donc ça veut Ouais, dire qu'il y en a aucun que tu maîtriseras vraiment énormément. Tu seras expert dans pas grand-chose. À chaque c'est fois vrai. que tu ressors un nouveau protocole, t'es pas à l'aise avec parce tu le connais mal. Donc il vaut mieux avoir, je veux dire, un revers, un coup droit, un revers lifté. Enfin, il y a deux, trois trucs, deux, trois coups, et puis derrière, tu fais des milliards de matchs, quoi. Tu t'entraînes toute une vie. Et en hypnose, c'est ça. Là, on a quelques pinceaux, mais pas beaucoup. Et on peut peindre des milliards de peintures avec. Et il y a la suggestion directe, globalement, la suggestion indirecte éventuellement, même si en séance on n'a pas besoin d'énormément de ça, le non-verbal, et puis derrière on pose des questions, métaphores un peu. Moi j'utilise, alors ce qui peut intéresser peut-être, ce qui peut répondre mieux à la question, c'est de savoir de dire ce que j'utilise pas. Et c'est pas un jugement de valeur, ça veut pas dire que je trouve ça pas bien, mais il n'empêche que c'est quand même intéressant de savoir qui fait quoi. Moi, j'utilise pas les métaphores. J'utilise beaucoup d'analogies dans mon langage. Je dis souvent, bah voilà, l'hypnose c'est comme ci ou comme ça. Au passage, des petites analogies au passage pour illustrer. Mais j'utilise pas des métaphores suivies et guidées en rêve éveillé dirigé. C'est-à-dire que je dis pas aux gens, voilà. Enfin, c'est très 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 rare. Je dis pas aux gens, voilà, j'aimerais que vous vous imaginiez là. Et puis maintenant, vous allez sentir ça. Et il va se passer ça. Vous êtes sur une plage, vous sentez la chaleur, le sable, vous vous sentez bien. Jamais je dis vous vous sentez bien. Ça, c'est exclu. Vous pourrez vous sentir bien, ça éventuellement, mais jamais vous vous sentez bien. Donc je fais pas de suggestions directes, parce que c'est des suggestions très directes, hein, ces métaphores. Même si on le dit avec beaucoup de gentillesse. Oh, imaginez-vous sur une plage. Oh, ressentez la... Bon, moi je fais pas ça. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la métaphore qui parle à la personne. Et donc plutôt lui demander, si vous vous imaginez quelque part, où vous vous sentez vraiment bien, c'est où ? Et on va souvent, il peut y avoir des plages, hein, mais on va souvent avoir quelque chose de personnel, beaucoup plus évocateur, et on va aller beaucoup plus vite droit au but. Idem pour les suggestions, pour des métaphores thérapeutiques. Au lieu de dire à la personne, imaginez-vous devant l'enfant que vous étiez, je peux pouvoir lui poser une question, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le coup du bouc émissaire. Imaginez devant vous un personnage qui représente votre problème. Ah, c'est moi, enfant, petit, en train de pleurer. S'il se trouve que c'est l'enfant que la personne était, alors à ce moment-là, on va travailler là-dessus. Mais il se peut que ça soit quelque chose de complètement différent, que la personne me dise, j'imagine un serpent avec des ailes, bon, bah très bien. Et j'interprète pas, je suis. Donc j'utilise très peu le fait de moi-même administrer une métaphore ou une image, je vais plutôt utiliser celle de la personne. Super. J'avais envie de rebondir Vas-y, sur vas-y. les métaphores, mais sur les métaphores plus type histoire, je pense, au niveau de la question qui avait été posée. Déjà, toi, est-ce que tu en fais? Est-ce que tu penses que c'est efficace plus comme un élément de remise en question et pour donner du mouvement, ou plus comme un élément subtil qui amène du changement? Euh, On parle vraiment des métaphores, tu sais, construites et où tu mets la personne en hypnose et tu lui racontes une histoire. Non mais alors moi quand je dis que je le fais pas, pendant longtemps je disais je le fais pas et je trouve que c'est nul, faut pas faire ça, c'est de la suggestion directe, il faut que tout vienne de la personne. Et aujourd'hui je Oui. dirais pas la même chose parce que je pense qu'aussi on a le droit et c'est possible, les gens s'adaptent bien. Et franchement moi si j'allais voir quelqu'un, si la personne me dit bah voilà suivez-moi dans la proposition que je vais vous faire, bah je serais ravi. Si la personne elle a cette solidité, je serais ravi de la suivre. Par contre il faut faire très Mhm. attention, hein. Le risque de projection, il est... En fait, si vous êtes directif, soyez-le entièrement, soyez très spécifique, donnez des tas de détails, parce que la personne attendra que tout vienne de vous. Si par contre vous êtes un peu permissif, du genre, vous aimeriez être où ? Ah, j'aimerais être sur une plage. Très bien, alors sentez le sable sous vos pieds. Bah non, vous m'avez demandé, donc du coup c'est mon expérience, et du coup c'était peut-être pas du sable, et peut-être que j'ai des chaussures, donc je peux pas sentir le sable sous mes pieds. Et donc vous pouvez pas être un peu entre les deux. Soit vous êtes extrêmement permissif et tout vient de la personne, soit voilà, faudra surtout pas projeter, Je- soit vous êtes extrêmement directif et ça marche très bien aussi. Donc, C'était ouais. justement plus axé là-dessus. Moi, je faisais le lien entre, justement, parce qu'on était en train d'en parler et que c'était une question qui m'avait été posée, mais c'est deux questions vraiment différentes. Oui, Donc, vraiment, ce sur, côté directif.
Ouais, bah, sur le rêve éveillé dirigé. Et d'ailleurs, la question c'était laquelle? C'était laquelle? Quelle est l'utilité de ça, de faire ça, c'est ça? Euh, Question sur les métaphores, jusqu'à quel point penses-tu qu'elles sont efficaces? Est-ce que c'est plus comme un élément de remise en question et pour donner du mouvement, hmm. ou plutôt comme un élément subtil qui va amener du changement un Alors, peu en tâche de fond, quoi. j'en sais rien. On sait pas, c'est difficile, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui a fonctionné dans une séance. On a mis souvent beaucoup d'ingrédients, même si je vous conseille de pas en mettre non plus trop parce que la soupe est pas forcément meilleure parce que vous mettez toutes les épices que vous avez dans votre cuisine. Mais il n'empêche qu'on met souvent beaucoup de choses et on sait pas forcément qu'est-ce qui a réellement été efficace. On se dit, oh, cette métaphore elle a vachement bien marché, la personne a changé. Ah ouais, mais à un moment donné, j'ai peut-être dû se poser une question, ou c'est peut-être parce que j'ai posé un bon fusible, ou peut-être on sait pas trop ce qui marche, donc on fait des trucs et on voit bien ce que ça donne. Je pense que souvent, les métaphores qu'on donne, déjà, elles permettent de passer du temps et elles font diversion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'inconscient a souvent du mal à travailler parce qu'on est un peu trop en train de se mêler de son travail. Et pendant que la personne est en train de s'imaginer ci ou s'imaginer ça, mine de rien, on lui met le nez ailleurs et ça offre un peu de liberté à cette partie inconsciente qui a enfin le loisir de travailler tranquillement. On n'a plus sans avoir quelqu'un sur son épaule. Donc ça peut offrir ça, un aspect de distraction. Ça peut aussi, alors ça, je parle pas de régression ou de choses comme ça. Hein, je parle vraiment d'une expérience qui soit éventuellement métaphorique. Les symboliques. Les symboliques, je m'en méfie. Quand soit elles sont tellement subtiles que c'est pas certain qu'elles agissent, soit elles sont extrêmement grossières et du coup, je suis pas certain non plus que ça a une grande importance. En tout cas, ça va dépendre des personnes. Moi, personnellement, si je me fais accompagner par quelqu'un me sort une expérience imaginaire avec des colonnes et 3 colonnes et 3 oiseaux sur chaque colonne qui tiennent chacune une brindille de vie, de je sais pas quoi, ça va... Bon, voilà. Déjà, il y a peut-être un certain terrain culturel qui va être un peu trop apparent pour moi, et en plus de ça, ça risque de me gonfler parce que je vais essayer peut-être de voir ce qu'il veut dire par là, et sentir qu'on essaye vraiment de m'adresser un message d'une manière cachée, mais pas tellement cachée. On a quand même envie que je le voie, que je le sente, que je le comprenne, éventuellement même on va l'interpréter. Sachant qu'une métaphore, elle n'est pas supposée être interprétée. La différence entre une métaphore et une comparaison, c'est, je vais dire, par exemple, la voiture est rouge comme une tomate. Alors qu'une métaphore, je vais carrément dire, mais c'est une tomate. Et je vais même pas dire comme. Donc, on va vraiment pas faire le lien avec la signification. Mais je me méfie de l'importance qu'on peut leur donner. Évidemment, il y a une vertu poétique qui nous séduit, on se laisse parfois hypnotiser par ces récits qu'on croit être très très porteurs de significations extrêmement profondes. Mais si je dis à quelqu'un, voilà, je vais vous raconter quelque chose, vous allez vivre une expérience hypnotique très forte avec beaucoup d'émotions. Puis je me mets à lui raconter une métaphore et cette personne a une émotion et vit une expérience hypnotique très forte. Est-ce que c'est grâce à la métaphore ou est-ce que c'est parce que de toute façon, je lui ai suggéré qu'elle vivrait ça? Donc, pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui a été réellement efficace. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai des collègues qui sont extrêmement bons là-dedans. C'est-à-dire que ils savent raconter des histoires qui font mouche. Je pense que là, Erikson nous enseigne un truc intéressant d'ailleurs. Souvent, quand on lui demande mais comment vous faites pour composer vos histoires et y placer des tas de choses et que ça fasse mouche pour les gens, on a cherché à analyser dans ces textes de façon extrêmement intellectuelle ce qu'il pouvait y avoir comme mots, etc. Déjà, on passe à côté du non-verbal qui est quand même une grande partie du travail d'Erikson. Mais en plus de ça, il nous donne souvent une réponse, mais on veut pas le croire, on croit qu'il nous enfume avec cette réponse. Mais il faut savoir prendre aussi ces réponses au pied de la lettre, il faut lui faire confiance quand même. Il nous dit souvent, ben voilà, je regarde le plancher, je laisse mon regard partir dans le vague, et en gros... je laisse l'histoire se tricoter d'elle-même. En gros, il laisse son inconscient s'exprimer. Et je crois que les gens qui sont bons en récit et en métaphore directif, c'est parce que justement, ils ne l'intellectualisent pas trop et ils laissent comme ça une sorte de logorée extrêmement intuitive être le support, même le cheval de Troie par lequel leur inconscient va exprimer des choses, verbalement mais aussi beaucoup non-verbalement. Ça va les mettre eux-mêmes en transe, ils vont se laisser hypnotiser par leur discours. Parfois ça peut être extrêmement projectif et intrusif, mais parfois c'est plein de vertus. Moi, je suis pas sûr d'être extrêmement bon là-dedans, donc j'utilise pas forcément ça. Je préfère utiliser
les compétences hypnotiques du sujet parce que les miennes, je suis pas un grand guérisseur, chaman, médium malheureusement. Je travaille de manière pas mal consciente quand même si je travaille beaucoup sur l'auto-hypnose aussi pour essayer d'y remédier avec le temps. Mais malheureusement, je fais pas partie de ces gens qui ont une extraordinaire intuition médiumnique, je sais pas comment dire, et qui les rend inconsciemment compétents très naturellement. Donc forcément, cet usage des métaphores, pour moi, je le faisais au début, c'était vraiment très artificiel et très mental. Je pense que ça flattait plus ça flattait plus une envie d'être un peu littéraire et symboliste, etc. Puis bon, j'ai abandonné ça assez vite.